Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation. Aujourd'hui, et comme toutes les 2 semaines, nous vous emmenons dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. Voici le sommaire. Impossible d'aller plus haut en gardant les pieds sur terre. L'Everest, c'est l'Eldorado de tout alpiniste, d'amateurs, de sensations fortes. Le 20 mai dernier à 23h50, Nasser Ibn Abdeljalil atteint les 8848 mètres. Il y plante le drapeau marocain. Ce sera le premier de l'histoire. Alors comment Nasser s'est-il préparé à affronter une telle épreuve? Comment a-t-il vécu ses tout derniers moments avant son départ? Mais surtout, comment vit-il son retour et la liesse provoquée par son exploit? Reportage dans ce numéro. Et puis, autre défi, celui pour de nombreux Espagnols, de tout quitter pour tout recommencer. Crise oblige, l'immigration semble avoir changé de sens. En Espagne, ils sont de plus en plus nombreux à regarder du côté du Maroc et à faire le pas de s'y installer. Autrefois migration de cadres, elle touche aujourd'hui toutes les catégories sociales. Alors qui sont ces Espagnols? Pourquoi ont-ils fait le choix de s'installer au Maroc? Comment vivent-ils? Quel impact pour le royaume? Enquête. Il a atteint le plus haut sommet de la planète. C'est le premier Marocain à avoir tenté et réussi l'ascension de l'Everest. Vous avez sûrement dû en entendre parler. L'exploit de Nasser Ibn Abdeljalil a fait beaucoup de bruit. Le sportif de 33 ans a même eu l'honneur de recevoir les félicitations du roi Mohamed VI. Grimper l'Everest, ça ne s'improvise pas évidemment. Pour arriver au bout des 8848 mètres, il faut une sacrée condition physique, une préparation intensive. Comment et où Nasser Ibn Abdeljalil s'est-il entraîné? S'est-il préparé à affronter certains dangers? Comment se sont déroulés ces tout derniers moments avant son départ? Comment a-t-il vécu l'expérience sur place au Népal? Était-il préparé à une telle médiatisation de son projet devenu exploit? Nous avons suivi pour vous Nasser Ibn Abdeljalil avant cette aventure, de sa préparation physique à ces derniers moments en famille. Nous étions là aussi le jour de son retour et nous reviendrons également sur ce qu'il a vécu durant son ascension avec des images dont certaines exclusives qu'il a lui-même réalisées sur place. Nasser Ibn Abdeljalil sera avec nous sur le plateau à la fin de ce reportage. Restez donc avec nous et regardez. Merci, on l'a tous fait ensemble aujourd'hui. Merci. شكرا جزيلا كل الناس اللي دعوا معايا هاد الشهرين باش نطلع على قمة ليفرست. كون ما دعوش معايا كون ما يمكننيش نطلع حتى لهنا. عمري ما شحال نطلع حتى لهاد القمة. المغرب فيفا المغرب فيفا المغرب. Voilà, chef. Super. Yeah. Yeah. Viva Morocco, viva Népal. Cet exploit n'est pas celui d'un jour. Il est celui de plusieurs mois, de longues journées de préparation. C'est à près de 12 000 km de l'Everest que tout a commencé, un peu plus bas aussi. Nous sommes début mars, non loin de Marrakech, à Loukaïmden. Louka et son sommet, le point culminant de l'Afrique du Nord, le Toubkal, à 4167 mètres. Nasser Ibn Abdeljalil s'est entraîné ici seul durant plusieurs semaines pour habituer son corps à l'altitude. Je crois qu'on est à 2300 mètres ici, et puis là-bas on doit être à 2500. Donc c'est sûr, il y a beaucoup moins d'oxygène, on est essoufflé très rapidement, mais là depuis 2 mois je viens assez souvent ici, donc je remarque qu'à chaque fois je commence à être essoufflé plus tard, on va dire, et beaucoup moins que les premières fois quand j'ai commencé à courir ici. Donc c'était aussi le but de venir là, c'est de s'acclimater déjà à l'altitude. Comme ça, quand je serai sur l'Everest, ça sera plus facile pour moi la première période d'acclimatation.
courir, mais aussi grimper. Nasser s'attaque ensuite à la face de la combe, celle où l'on skie l'hiver. Objectif, se rapprocher le plus près possible des conditions qu'il va devoir affronter au Népal. Il y a à peu près 14 bouteilles d'eau plus 2 gourdes, donc ça fait à peu près 22-23 kilos. Généralement jusqu'au camp de base on peut porter jusqu'à 25 kilos. Mais après le jour du sommet par exemple, généralement donc c'est le jour le plus dur, tu portes une dizaine de kilos maximum. Bon, il y a la bouteille d'oxygène déjà qui fait 4-5 kilos. Et puis tu emmènes les matériels de rechange au cas où tu as froid, des gants, de l'eau, de la nourriture un peu, parce que la dernière journée c'est à peu près 15-16 heures. Donc faut emmener plusieurs paires de chaque chose au cas où le temps se gâte. C'est à peu près à partir du camp 3, donc à peu près à 7500 mètres. À partir, en fait, ce qu'ils appellent au-dessus de 7600 mètres, ils appellent ça la zone de la mort. En fait, il y a beaucoup moins d'oxygène, à peu près un tiers du niveau d'oxygène à la surface de la mer. Et donc, généralement, un humain ne peut pas vivre plus que 48 heures sans apport d'oxygène à cette altitude. Alors après, il y a des gens très bien acclimatés, comme les Sherpas, qui peuvent rester peut-être un peu plus à cette altitude-là, mais même eux restent pas plusieurs jours au-dessus de 7600 mètres. C'est quoi les conséquences du manque d'oxygène sur le corps? Alors en fait, donc quand il y a moins d'oxygène, le cœur en fait essaye d'optimiser les organes où il envoie de l'oxygène, et du coup on a les organes les plus loin en fait, les membres les plus loin sont donc les mains et les pieds. Donc généralement on commence à avoir très froid aux mains et aux pieds avec des risques de gelure. Ça c'est la première chose généralement qui arrive à cause du manque d'oxygène. Et puis en fait il y a ce qu'on appelle le mal des montagnes, et qui peut provoquer des œdèmes cérébraux ou des œdèmes pulmonaires. Et ça c'est bon, quand on commence à avoir un de ces deux on va dire effets secondaires du manque d'oxygène, il faut redescendre très rapidement, et généralement les gens essayent de vous redescendre au camp 2 qui est à peu près à 6000 mètres avant d'être héliporté et sur Katmandou au camp de base. Le bon truc c'est que je risque pas de manquer d'eau. Et voilà, c'est parti. Il va falloir, je pense, 1h30, 2 heures pour monter. Là, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas trop de neige, donc ça devrait aller. Oui. Hein? خلصوا. Il n'y a pas de risque d'avalanche. لا il n'y a pas d'avalanche. والو rien لا لا. نبقى طالع غير مع لي بوت. سير باش تحميلك معنا L'ascension est plus difficile que prévu. Le reste de neige de cet hiver a gelé. Nasser avance avec difficulté. تحمل زعما التليفون بان لي يلاه ما طلع في التيليسياج فهمتي عرفتي الا بقينا تما راه غادي تطلع في التيليسياج. لا شتي دابا هذيك ديرني فوتو 1 2 3 شحال كاين من فوتو من بعد غادي كاين واحد البارتيه هاك عاد غادي يطلع واحد القصح تما صح. بون خليني نشرب ديجا وناكل شويه. En fait là il y avait du verglas. Il fallait traverser une partie avec du verglas, et sans crampons et ni mon piolet, c'était un peu risqué. J'ai pris beaucoup de temps pour le faire, pour vraiment mettre ce qu'on appelle les quarts des chaussures, et bien les fixer dans le verglas pour ne pas glisser. Et c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer les montagnes, même celle-là qui est pas très élevée. Il y a des passages où quand on voit que c'est risqué, mieux vaut faire demi-tour ou vraiment prendre des précautions. C'est ce que j'ai essayé de faire. Son corps
Nasser le met depuis de nombreuses années à rude épreuve. Marathon, triathlon, Ironman. Mais il avait besoin d'un peu plus de challenge. En 2002, donc il y a 11 ans de ça, j'avais fait un trek au Tibet et j'étais allé au camp de base de l'Everest et j'avais vu des gens redescendre de là-bas et ça m'avait paru déjà magnifique et ça commençait à trotter dans ma tête. Donc l'année d'après, en fait, j'avais un collègue qui faisait pas mal d'ascensions dans les Alpes et qui m'a entraîné avec lui sur le Mont Blanc. Donc j'ai commencé par le Mont Blanc, je me suis un petit peu pris au jeu et j'ai commencé à faire de plus en plus d'escalade et de stages d'alpinisme. J'ai décidé de faire un challenge qui s'appelle les 7 sommets. En fait, c'est gravir le plus haut sommet de chaque continent. Donc en 2005, je suis allé à la Concagua, c'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud, il fait à peu près 7000 mètres. Et en 2007, j'ai fait McKinley, qui est en Alaska, donc c'est le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Et je comptais faire le mont Vinson, qui est le plus haut sommet en Antarctique, et le Kosciuszko, qui est le plus haut sommet en Océanie. Et puis l'Everest, je comptais finir avec l'Everest, mais bon, j'ai changé d'avis et cette année, en fait, il y a eu plusieurs éléments un peu dans ma vie personnelle et professionnelle qui ont fait que j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de faire ce challenge. On a tous des appréhensions quand on se lance ces défis, mais j'essaye de me préparer le mieux possible, j'essaye de minimiser les risques en partant avec une équipe compétente, avec de bons guides. Je serai aussi très soucieux de la météo, on reçoit des rapports météo tous les jours, donc j'essaierai de minimiser le risque au maximum. Bon, après il n'y a pas de risque zéro, sinon les gens ne feraient pas ce genre de challenge et il n'y aurait pas cette adrénaline, mais je suis pas une tête brûlée, donc j'essaierai de vraiment pas dépasser un certain seuil de risque acceptable, on va dire. C'est pas mal de moments, on va dire, de solitude ces derniers mois, et plus les 2 mois de solitude pendant l'expédition aussi. Donc oui, c'est un grand sacrifice personnel et professionnel, mais en même temps, c'est un challenge que j'ai envie de faire depuis plusieurs années. C'est une fois dans sa vie, donc voilà, je pense que ça vaut tous ces sacrifices. Et des sacrifices, il en fait. Après avoir couru et grimpé, la journée n'est pas terminée pour Nasser. En bon triathlète, il sort aussi le vélo. On va remonter à Luka en vélo. Donc voilà, pour la fin de journée. Combien de kilomètres? Là, il n'y a plus beaucoup, il doit y avoir une quinzaine de kilomètres jusqu'à Luka. Donc après cette journée chargée, ça suffira pour aujourd'hui. Casablanca. C'est ici que vit Nasser Ibn Abdeljelil, chez ses parents. C'est ici aussi qu'il s'entraîne quotidiennement, comme ici, sur la plage Sidi Abdelrahman. Dernier soir avant le départ pour le Népal, dernier préparatif. Nasser vérifie tout son matériel. Il ne doit surtout rien oublier. On va dire assez excité.
ça fait 4 mois que je prépare un petit peu cette ascension. J'ai arrêté de travailler il y a bientôt plus de 2 mois. Donc c'est quand même quelque chose. Et puis c'est un projet que j'avais, enfin un rêve que j'ai depuis une dizaine d'années. Donc là c'est un peu l'aboutissement, en tout cas y aller. Parce que ça a toujours été ça mon objectif, le tenter. Réussir, je sais pas, ça dépend pas que de moi, il y a tellement de facteurs. Mais au moins le tenter, c'était mon rêve. Donc en gros, moi demain, j'aurais réalisé mon rêve. Après que je le réussisse ou pas, c'est bonus, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Mais mon rêve c'était de le tenter, d'y aller. Et là, demain je pars. Ça c'est le piolet. Ça c'est un piolet, alors un petit peu traficoté, rafistolé. En fait, c'est ça qui vous permet en cas de chute de vous rattraper sur de la neige. Ça vous permet aussi quand vous marchez de le planter un petit peu pour vous stabiliser, pour vous rattraper. Donc généralement c'est assez pointu et donc ça rentre assez facilement dans de la neige, même de la glace assez dure. Et voilà, il servira, j'espère aussi, sur le sommet d'étendard pour le drapeau. Ouais, là il y a 30 kilos. Ça c'est le sac qui va aller au camp de base. Donc il y a tout l'équipement. Il y a tout l'équipement pour le haut de la montagne, en fait, du camp de base au sommet. Ça c'est un sac un petit peu plus léger, douzaine de kilos. Donc ça je l'aurai sur le dos pendant la période du trek jusqu'au camp de base. Ça je le porterai pas. Ça en fait une fois au camp de base, on emmène petit à petit les éléments du camp de base au camp intermédiaire. Donc on fait plusieurs voyages, un premier voyage pour porter une partie, revenir, rechercher une deuxième partie. On est aidé par les Sherpas. Voilà, et ça c'est mon sac de trek. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout ce qui est équipement sportif évidemment de montagne. Il y a aussi beaucoup de nourriture. Donc moi j'ai emmené un petit peu tout ce qui est un peu barre énergétique, des gels. Des choses que j'ai l'habitude d'utiliser aussi dans les autres sports en marathon, en triathlon. Donc ça se passe, j'essaie rien de nouveau, c'est des choses que j'ai déjà essayé par le passé. Il y a aussi pas mal, il y a un sac de couchage qui va même jusqu'à moins 40 degrés. Il y a voilà, tout ce qui est équipement pour des conditions extrêmes, on va dire. Alors j'ai 4 sponsors. Et c'est suffisant pour couvrir tes dépenses? Oui, parce que j'ai des gros sponsors. Alors j'ai un budget, juste l'expédition en elle-même, c'est à peu près 600 000 dirhams. Et après, il y a tout un budget d'assurance, d'équipement. L'équipement coûte j'ai dépensé entre 100 000 et 150 000 dirhams. Donc c'est un gros budget, c'est un très gros budget que ces entreprises m'ont aidé à réaliser. T'as rien déboursé de ta poche? J'ai déboursé au début, mais j'ai été remboursé par la suite. Et comment on décroche des sponsors? En fait, il faut vendre en gros son projet. Donc je suis allé, j'avais préparé une présentation de sponsoring que je suis allé présenter en fait à tous les sponsors, les entreprises publiques, privées. Bizarrement, je pensais plus que ça serait les entreprises publiques marocaines, vu que c'est un projet marocain, citoyen, qui répondrait favorablement. Mais c'est des entreprises privées et même des PME qui sont venues chez moi, que j'étais même pas allé voir. C'est son dernier soir en famille aussi. À quelques heures du départ, ses parents ne cachent pas leur appréhension. Je ne me suis pas opposée dès le départ pour ce voyage parce que c'est sa vie, puis je savais que je ne pourrais jamais l'en dissuader. Attention, et là, bon, comme toute maman, bon, j'appréhende un petit peu. Bon, ce que je n'arrête pas de lui dire, c'est d'être prudent et de ne pas vouloir coûte que coûte faire n'importe quoi pour y arriver, quoi. Bon, je lui souhaite quand même d'arriver au sommet et de réaliser son rêve. Voilà. Vous êtes fière de lui? Je suis très fière, je suis admirative
Mais bon, je suis fière même sans l'Everest. Hein. Je pensais très fort à lui et je vais souhaiter qu'il réussisse. Voilà. Et toi aussi, tu seras fière de lui? Oui, très fière. Je serai très fière de mon bébé. Voilà. Comme tout papa, j'ai une appréhension, mais je sais que c'est un rêve qu'il veut réaliser. C'est un homme qui relève beaucoup de défis. Il en a déjà relevé pas mal depuis son enfance. Et comme je lui ai toujours dit, monter l'Everest est une option, mais redescendre est une obligation. ونطلبوا على الله يدوز كل شيء بخير ورد الفاتحة يا ربي يرد على خير وبخير. C'est tout ce que je lui ai dit. Oui, bébé. Bye bye. Dis l'ami à quelle heure ton avion? Donc tu pars d'ici 5h30. 5h30. 5h30, pas 6h. Aéroport Mohamed V de Casablanca. C'est le jour J pour Nasser. Dernier moment pour sa famille, qui profite de chaque minute. Sa fiancée Fatine a pris un billet pour le suivre jusqu'à sa première escale, Londres. C'est bien là, c'est bien. Bravo. Voilà. Sinon, excité, content de partir pour cette grande aventure. T'as pas d'appréhension là, comme ça? Tout de suite comme ça, non. Mais en fait, au début, comme c'est un trek, donc au début, on rentre pas encore dans le vif du sujet qu'après une quinzaine de jours. Donc je pense que déjà demain à l'aéroport à Londres, quand je vais voir les autres participants, les autres alpinistes, la pression va monter un peu plus. Et avec ta famille, comment ça se passe? Tu les sens heureux, tu les sens un peu tristes de partir pour 2 mois? Ouais, c'est sûr que bon, eux sont plus angoissés que moi parce que ils savent pas où je vais, pour combien de temps, c'est assez long. Ils n'auront pas des nouvelles de moi assez souvent, donc sûrement un peu plus angoissés que moi. Mais je pense qu'ils sont confiants aussi et ils savent que j'essaierai de mon mieux pour que tout se passe bien en tout cas. L'heure est aux dernières recommandations. Des conseils qu'il a entendus à de nombreuses reprises, mais des conseils que toute mère ne pourrait s'empêcher de répéter jusqu'à la dernière minute. Le plus important, c'est d'avoir participé. Alors, faut pas... Nasser tente de les rassurer. Tu montes pas tout le temps. Non, ça va être cool. Dans toute la truc, il y a 6-7 jours un peu risqués. De se rassurer aussi, peut-être. méfie-toi ديك الماكله ديالهم انت كيعجبك ديك الماكله ازياتيك مي méfie-toi on sait jamais faudrait les choses à la vapeur clair. Ce que je lui ai dit, c'est ne prendre pas de risque. Le plus important est de participer, c'est pas d'atteindre le sommet. Je le lui souhaite encore une fois, mais je lui demande et je lui recommande de ne pas prendre de risque. Voilà. Parce que Les passagers, c'est une ville à ne pas s'éloigner.
Le Népal est désormais à quelques heures de vol. Cette porte, c'est le début de son ascension. This is the Everest summit, and it's Tibet. Let's go, Tibet, and the summit, sun shining, and first Moroccan guy is coming. Voici les images des derniers mètres parcourus par Nasser Ibn Abdeljalil avant le sommet. Les plus faciles, l'euphorie aidant, selon les alpinistes. Mais c'est sans compter la fatigue et le manque d'oxygène. Allez, 2 minutes. Ok, doucement. I'm so happy. We made it. So, slowly. Be careful. Nasser a retiré son masque. Ok. Thank you. Allez, 2 minutes. Il pose un genou à terre.
puis s'assoit. Son Sherpa, le guide népalais qui l'accompagne, et le film est inquiet. Nasir, come up, come up. Nasir. 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 Nasir, wat happened? Nasir, let me see. Come up. Come up. Come up. Okay. Nasser se relève. Come up. The summit here. Et finit par gagner, pas à pas, le sommet. Yeah. First Moroccan on Everest. Yeah. Summit. Summit of Everest. أول مغربي على قمة العالم l'Everest. Premier Marocain sur le sommet du mont l'Everest. Merci. On l'a tous fait ensemble aujourd'hui. Merci. شكرا جزيلا كل الناس اللي دعوا معايا هاد الشهرين باش نطلع على قمة l'Everest. كون ما دعوش معايا كون ما يمكنليش نطلع حتى لهنا. عمري ما شحال نقد نطلع حتى لهاد القمة. المغرب فيفا المغرب ديما المغرب. Okay, d'accord. شكرا. Ça va, Nasir? Super. Yeah. Yeah. Viva Morocco, viva Nepal. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا ربي امين. الله يعيننا جميع دعوات المغرب يجعلها يا ربي يجعل جميع دعوات المغرب والمغاربه ويحققهم ان شاء الله ويشفي المرضى ويرحم المرحومين يا ربي امين وينصر المغرب جميعا والشعب المغربي جميعا يا ربي امين. شكرا. موروكو. فاس مروكان أول مغربي على قمة العالم l'Everest. إن شاء الله يكونوا خدع آخرين. ديما مغرب. Le sommet est atteint, mais seulement la moitié du chemin est parcouru. Le plus difficile est à venir, redescendre. Sur la pente glacée, le moindre faux pas peut être fatal. Chaque année, une dizaine de personnes y laissent la vie. À cet instant, résonnent peut-être en lui les paroles de son père. La redescente est une obligation.
Nous sommes le 27 mai, 2 mois tout juste depuis le départ de Nasser Ibn Abdeljalil pour le Népal, le moment tant attendu par sa famille et ses proches, qui ne cachent pas leur impatience et leur joie. Non, ben oui, je réalise pas et en fait, je m'attendais pas à une réception comme celle-ci. Non, en partant en tout cas. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui suivraient cette aventure, cet élan populaire sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est fou parce que bon, l'alpinisme c'est pas vraiment un sport populaire au Maroc, mais je pense que c'était plus la symbolique de voir le drapeau sur le plus haut sommet du monde. C'était une expédition plus difficile que je pensais, beaucoup plus risquée que ce que je pensais. Donc je suis encore plus heureux d'avoir réussi dans des bonnes conditions, sans avoir eu aucun souci. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à les régler. Et vraiment cet élan populaire derrière, j'espère que ça va pousser d'autres Marocains à se dépasser, à réaliser de grandes choses. Et je pense qu'il y a eu un petit verrou qui a sauté et maintenant les gens se disent tout est possible. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore et voilà, je pense que tout le monde doit se retrousser les manches et réaliser de grandes choses pour ce pays. Et ça t'a aidé quelque part quand tu voyais justement tous ces messages de soutien ou quand... Alors au début, d'avoir ce contact continuellement, bizarrement ça me rendait un peu triste d'être aussi loin de mes proches et tout ça et de leur parler aussi souvent. J'ai eu au début je me demandais ce que je faisais là, pourquoi je revenais pas et tout, vu aussi les risques encourus, mais après ça m'a vraiment donné la pêche, ça m'a encouragé parce que je voyais que je ne le faisais pas juste pour moi, mais que ça allait faire plaisir à beaucoup de Marocains de voir le drapeau sur le sommet, même si tout le monde me disait même si tu arrives pas, tu as déjà réussi et tout, je sentais que quand même derrière les gens allaient vraiment être heureux de le voir et c'est vraiment un élan populaire là quand je vois même pendant le voyage les gens sur le tarmac et tout qui m'encourageaient et qui étaient vraiment contents d'avoir vu le drapeau marocain sur le plus haut sommet. Je pense qu'il y a quand même un sentiment patriotique et nationaliste assez fort qui fait plaisir à tout le monde. Ouais, je me sens d'abord très fier et très content qu'il ait réalisé son rêve. Et je suis très fier de la sollicitude royale par la lettre que nous a adressée Sa Majesté. Et j'espère que ça servira d'exemple à toute la jeunesse marocaine pour qu'elle se dépasse, qu'elle atteigne des buts inespérés. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vive le Maroc. Vive la jeunesse marocaine. Fatine est elle désormais la future mariée la plus célèbre du Maroc. Nasser lui a fait sa demande sur le plus haut sommet du monde. La demande au mariage, non, je ne m'attendais pas, j'étais hyper surprise comme tout le monde et c'était magnifique en fait, je n'ai pas de mots et voilà. Je suis hyper heureuse, je suis fière de lui, fière de ce qu'il a accompli et j'ai toujours cru en lui de toute façon, voilà.
بارك الله فيك يا لالا بارك الله فيك الله يعاونك الله يعطيك صحتك مبروك عليك بارك الله فيك يا لالا شرفتي المغرب امين انتم اللي تشرفوا المغرب Oui, je suivais sur Facebook et c'était très touchant et émouvant même des fois. Des fois j'en pleurais de certains commentaires, tellement c'était touchant, des mamans comme moi qui... Voilà. Vous êtes inquiétée pendant 2 mois? Énormément, énormément, mais... Le nom de Nasser est ce jour-là sur toutes les lèvres. Et si c'est en héros national qu'il a été accueilli à l'aéroport, chez lui, on fête avant tout le retour d'un fils à la maison. Et il est avec nous sur le plateau, Nasser Ibn Abdeljalil, le premier Marocain à avoir gravi l'Everest. Nasser, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors ça fait 1 semaine maintenant que vous êtes rentré. Comment ça va tout d'abord? Ça va, je commence à reprendre des forces, on va dire. Alors comment se passe le retour à la vie normale? Comment est-ce qu'on se réacclimate après avoir passé 2 mois entre 5000 et 8848 mètres très exactement? J'essaye de bien dormir, de me reposer. J'essaye aussi de reprendre des forces en mangeant sainement et puis de reprendre petit à petit le sport. Alors concernant le retour, est-ce que vous vous attendiez à tous ces soutiens, à toute cette liesse, cette joie collective quand vous êtes rentré et puis est-ce que vous vous attendiez surtout aux félicitations royales? Non, je ne m'attendais pas du tout aux félicitations royales. Je suis très honoré par la lettre de Sa Majesté Mohamed VI. Et j'ai été aussi très surpris par cet élan populaire de toutes les couches sociales marocaines, que ça soit à l'aéroport, à mon arrivée, mais aussi parfois dans la rue, dans des cafés. Et je suis très content parce que beaucoup de gens me disent que ça les inspire à réaliser leurs rêves et à aller de l'avant. Alors, on a vu dans le reportage comment vous vous êtes préparé, mais malgré tout, vous le dites, vous ne vous étiez pas imaginé que ce serait aussi difficile. À quel moment et de quelle manière vous avez senti qu'à certains moments, vous étiez peut-être parfois en train de frôler la mort? Il y a eu des passages très difficiles auxquels oui, je ne m'attendais pas vraiment. C'est notamment la cascade de glace du Combo, donc entre le camp de base et le camp 1. En discutant avec différents Sherpas, c'est aussi le passage le plus difficile pour eux, car le risque est imprévisible dans cette cascade de glace. Il y a des risques d'avalanche, mais aussi d'effondrement de blocs de glace. Donc je pense que c'est vraiment l'endroit le plus risqué de la montagne, avec peut-être le sommet. Alors, ce que vous disiez d'ailleurs pendant votre conférence de presse, c'est que les Sherpas vous conseillaient en cas d'avalanche, enfin si vous entendiez une avalanche, ils vous conseillaient de vous jeter dans une... Oui, je disais, comme souvent on grimpe de nuit, les guides avant le départ nous disent que si on entend une avalanche de trop près, il faut sauter dans une crevasse. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Heureusement, on n'a pas eu à le faire. Alors, on vous voit au moment de votre départ à l'aéroport tenter de rassurer vos parents. Vous leur dites que finalement, sur les 2 mois, il n'y a que quelques jours qui sont un peu risqués. Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que vraiment vous êtes serein ou est-ce que tout simplement vous tentez de les convaincre? Alors, c'est un peu la méthode Coué. J'essaye de les rassurer pour me rassurer aussi également avant le départ. Alors au moment de l'ascension, il y a une image assez marquante qu'on a vue. Votre Sherpa vous filme d'en haut en train de monter, puis tout à coup vous vous asseyez et puis vous vous arrêtez. Lui vous appelle plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors en fait, en approchant du sommet, j'ai enlevé mon masque d'oxygène et j'ai fait peut-être les derniers pas très rapidement. Et je pense avec le manque d'oxygène, j'ai eu du mal à réaliser que j'étais sur le sommet. Et le Sherpa m'appelle parce qu'il reste vraiment encore 2-3 mètres pour être vraiment sur le sommet véritable de l'Everest. Mais moi, je m'assois et je mets quelques secondes à réaliser où je suis. En fait, le Sherpa, finalement, quelque part, il est un peu là pour vous secouer en cas de problème. Enfin, c'est son rôle principal, en fait. Exactement. Le Sherpa est là pour nous aider, mais aussi pour un petit peu nous réveiller et nous bousculer en cas de perte de repère, on va dire. À quoi on pense quand on arrive au sommet de l'Everest? Quelle est la première chose qui vient à l'esprit? Alors j'étais vraiment très heureux évidemment d'y arriver, c'est un rêve que j'ai depuis 10 ans et je voulais partager mon bonheur avec les gens que j'aime, pardon. Et donc j'ai appelé mes parents et ma fiancée. On noue forcément une relation très forte avec le Sherpa sur place. Quels sont vos liens avec lui aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Alors on a échangé un message sur Facebook il y a quelques jours et je l'ai invité à venir me rendre visite au Maroc. Après l'Everest, la question qu'on vous pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer faire de mieux? Quels sont vos projets? Alors j'ai plusieurs projets, certains dans l'alpinisme et d'autres dans d'autres domaines, dans d'autres sports. Je vais prendre le temps de me reposer, de bien y réfléchir et de voir par quoi je vais commencer. Merci Nasser Ibn Abdeljalil d'avoir accepté de venir et félicitations encore. Merci beaucoup.